d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui sont là de rester aussi tard pour entendre parler de génomique. Alors, j'ai compris que c'était une conférence surtout centrée sur le climat. Alors moi, je suis génomicien, je suis biologiste. Bon, je connais pas grand-chose au climat, mais enfin, bien évidemment, les variations du climat sont importantes, ont un effet sur tous les êtres vivants, donc y compris les plantes. Alors, bon, cette conférence s'inscrit dans un contexte politique un petit peu particulier pour ce qui concerne l'écologie, comme on a tous entendu en début de semaine. Je ne sais pas si certains des conférenciers aujourd'hui avaient signé ce manifeste dans Le Monde l'an dernier, non? Je ne sais pas, ils sont peut-être partis. Donc 15 000 scientifiques ont signé un manifeste, quand même 15 000 scientifiques issus de 184 pays, c'est le plus gros rassemblement, on va dire, la plus grosse mobilisation de scientifiques autour d'un sujet aussi grave que les effets des changements climatiques sur notre environnement et donc sur l'homme. Donc c'est un effet choc, on va dire, hein, bientôt il sera trop tard. Bon, on a entendu parler de climat. Moi, je vais vous parler d'écosystèmes et d'agrosystèmes. Mais il est bien évident qu'on est très alarmiste. Alors, je crois que c'est Guy Brasseur qui parlait que je ne sais plus, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Le terme qu'il a employé, c'est à partir de quand on ne peut plus vivre sur la Terre, à partir de quand on ne pourra plus vivre sur la Terre. Voilà. Parce que l'habitabilité. Je pense que le danger, il est bien avant ça, en fait. Le danger, je vais essayer de vous le montrer, dans la dégradation des écosystèmes. Je vous rappelle quand même qu'Homo sapiens, nous, on vit dans un écosystème, et la dégradation de ces écosystèmes nous met bien évidemment en danger. Je vous donne la définition de l'écosystème. Je suis désolé, il y a beaucoup à lire. Je vais le lire avec vous. Donc un écosystème, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. Ouais. Les composants de l'écosystème développent un dense réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations et de matières permettant le maintien et le développement de la vie. Alors, après vous avoir donné cette définition, si je suis sûr que vous lisez les journaux, vous êtes un public qui m'a l'air bien averti, vous avez sans doute entendu dire qu'on commence à observer les effets du réchauffement et les ornithologues en particulier, je crois qu'il y avait une étude d'ornithologues qui a été assez médiatisée en début d'année, nous disent que les oiseaux, les aires de répartition des oiseaux se déplacent. Et ça, qu'on l'observe. Donc maintenant, le petit oiseau, la multicolore, le guêpier d'Europe, bien, on l'observe de plus en plus au nord et près de la frontière belge, en fait, on voit des guêpiers d'Europe là où ils n'étaient pas avant. Bon. Le monsieur là qui montre un poisson, c'est un Australien qui attrape maintenant des poissons qui étaient il n'y a pas longtemps purement tropicaux. C'est pareil pour les papillons, dont on dit qu'ils sont de très bons marqueurs pour des changements climatiques. Alors, quand un écologue vous dit on observe un changement de l'aire de répartition, je ne sais pas si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous dites ça. Je n'ai pas l'impression que les gens vont dire c'est très dangereux, il y a un danger imminent. Après tout, on dira les Belges ils vont être contents, ils vont avoir des beaux oiseaux, et puis quoi. Bon, alors de temps en temps, j'aurais pu rajouter sur cette diapo quelque chose un petit peu moins visuel, mais par exemple un laboratoire de l'université a mis en évidence de Perpignan a mis en évidence pour la première fois la présence d'un schistosome dans une rivière de la Corse du Sud. Schistosome, c'est le vecteur de la bilharziose, qui est une maladie parasitaire très prégnante en milieu tropical. Bon, c'est pour la première fois, on a trouvé des schistosomes en Corse du Sud. Alors effectivement, le jour où on va attraper la dengue en se faisant piquer par tous les moustiques tigres qui nous entourent, où on va attraper des schistosomes en se baignant dans nos rivières, peut-être même dans la région de Perpignan, là on comprendra peut-être mieux les effets du réchauffement du climat. Les changements d'aire de répartition des espèces qui peuvent bouger, soit avec leurs nageoires, soit avec leurs ailes, ça parle moins. C'est néanmoins, ça présage d'une réelle catastrophe planétaire. Parce que si je reprends je ne vais pas vous la relire, mais enfin ce que j'ai mis en rouge, c'est quand même les composants de l'écosystème développent un dense réseau de dépendance, permettant le maintien et le développement de la vie. En fait, l'image qu'on se fait d'un écosystème,
quand on n'y a pas vraiment réfléchi, c'est que c'est un endroit où vivent plein d'espèces différentes, oui, où cohabitent des espèces. Mais ce qu'on réalise moins, c'est que ces espèces vivent grâce à l'écosystème. Elles vivent dans l'écosystème parce qu'elles sont dans l'écosystème. D'accord ? Ce n'est pas juste un agrégat d'espèces qui vivent côte à côte en plus ou moins bonne intelligence. Je vous donne l'exemple de la forêt de la Massane. Alors j'ai pris cet exemple parce que d'abord je travaille dessus. Et puis elle est juste au-dessus de nous. À vol d'oiseau, elle doit être à quelques kilomètres. Je ne sais pas si vous le saviez, donc il y a une forêt de hêtres qui s'appelle la forêt de la Massane, ici, qui est une réserve qui est sanctuarisée, qui est une réserve naturelle, qui est un des hotspots, des quelques hotspots de biodiversité en France, avec près de 8000 espèces vivant sur 300 hectares. C'est un espace naturel très important, qui fait l'objet de beaucoup de recherches au niveau international. Donc je reprends mes histoires de migration. Alors on a bien compris, les oiseaux, les poissons, ils vont chercher des zones plus fraîches, etc. Bon, 8000 espèces sur 300 hectares, vous voyez, on ne la voit pas trop descendre des Alberts, traverser la plaine du Roussillon, d'accord, et puis aller trouver un espace plus frais. Ça n'arrivera pas. La forêt de la Massane s'adaptera ou mourra, bien évidemment, la plupart de ces espèces-là. D'accord ? Donc ça, en fait, ça illustre le fait que les écosystèmes, en fait, sont des systèmes très complexes et que l'étude de l'impact des changements climatiques sur ces relations très complexes, il est essentiel pour savoir s'ils pourront survivre ou pas. D'accord ? Ce sont des recherches assez fondamentales, mais bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir alerter les pouvoirs publics un jour ou l'autre sur la nécessité de faire quelque chose. Mais enfin, bon, ça, je ne vais pas revenir sur la première diapo. On continue à le faire. Ça n'a quasiment pas d'effet. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, enfin si on croit comprendre que je pense que les modèles économiques sont plus forts que tout, mais ça fait des années qu'on montre que l'érosion de la biodiversité, c'est un réel danger. Ça fait des années qu'on le fait avec des recherches qui sont rigoureuses, qui respectent toutes les exigences scientifiques modernes. Ça fait 150 ans que Darwin nous l'a dit. Ça fait 150 ans que Darwin nous a dit que l'évolution, c'était l'adaptation, c'était la sélection, et que pour s'adapter, il faut de la diversité. Mais bon, parfois, on se demande si les décideurs ou les gens qui pourraient changer les choses, qui ont le pouvoir de changer les choses, le comprennent ou veulent le comprendre. Mais ça, je crois qu'on l'a dit dans une discussion en début d'après-midi. Qu'est-ce qu'on appelle relation complexe ? Je vous l'illustre avec cette diapo-là. Vous avez un hêtre. En fait, le hêtre, si vous allez à la Massane, et je vous invite à y aller si vous êtes en vacances, si vous venez souvent ici, allez à la Massane, à la réserve de la Massane. Vous verrez que c'est une forêt, vous rentrez dans cette forêt, vous dites « Oh là là, elle est vachement mal entretenue, la forêt. » En fait, il y a du bois mort partout. Et c'est très spécial. C'est très bizarre, on n'a pas l'habitude de voir des forêts comme ça. En fait, c'est une volonté, bien sûr, de non-gestion de la forêt, qui fait qui permet le développement d'espèces, de biodiversité, d'insectes qui mangent le bois en particulier. Donc le hêtre, il se fait manger par le champignon. Il se fait manger par plein de choses, mais entre autres, excusez-moi, voilà, par le champignon, c'est ce qu'on appelle l'amadouvier. Bon, vous en verrez plein si vous montez à la Massane. Ce champignon se fait manger par une cohorte de à peu près une vingtaine de coléoptères. Une fois que l'arbre est mort, ce champignon il dégrade aussi plein d'espèces de forestières. Ces arbres sont aussi attaqués par des gales, par des petits insectes, là, des gales, je ne sais pas si on a déjà vu sur les feuilles, etc. Ces parasites se font hyper parasiter par des petites guêpes. Enfin, vous voyez, les systèmes sont très complexes, c'est des systèmes biotiques très, très, très élaborés. Et bon, on ne peut pas déplacer facilement ça. Je ne pense pas qu'il y aura de la migration, bien qu'on a montré qu'après les dernières glaciations, les arbres sont capables de se déplacer de plusieurs centaines de mètres par an. Je ne sais pas à quel prix ça sera sur la biodiversité, mais peut-être qu'après tout, les hêtraies vont se déplacer. Bon. Alors, pour continuer sur la complexité des écosystèmes et pour vous montrer qu'on est loin de tout comprendre,
Il se trouve que moi, j'ai travaillé à un moment donné sur ce qu'on appelle les transferts horizontaux. Le transfert horizontal, c'est la transmission d'informations génétiques entre espèces qui ne se croisent pas. Vous savez qu'on se transmet nos gènes par la reproduction sexuée, enfin nous, l'homme et tous les plantes et les animaux. Donc on reçoit notre patrimoine génétique de nos deux parents, etc. C'est ce qu'on appelle la transmission verticale. Et en fait, on a mis en évidence que des fois, on pouvait s'échanger de l'information génétique entre individus qui ne se croisent pas. Alors je vous donne quelques exemples. Par exemple, les fougères. Si je vous demande est-ce que vous avez vu des fougères dans votre vie, vous allez me dire oui, bien sûr. Ou c'est que vous les avez vues, surtout dans les sous-bois. Il faut savoir que si elles peuvent pousser dans des sous-bois, les fougères, c'est qu'elles ont des gènes, néochrome, peu importe le nom, qui a été transféré des mousses, vous savez ce que c'est que les mousses aussi dans les sous-bois, vers elles. Pas par le sexe, pas par production sexuée, par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore très bien. Donc ça, c'est une innovation biologique, le fait de pouvoir pousser dans des faibles luminosités, qui a été transféré par transfert horizontal. Puis vous avez d'autres exemples, les insectes phytophages, ceux qui mangent les plantes aussi, ont acquis des gènes, des bactéries, des champignons qui leur permettent de contourner les défenses des plantes, etc., etc. Ça, c'est marrant, c'est un petit animal, c'est une petite limace de mer qui est phosphorescente parce qu'elle est capable de faire la photosynthèse. C'est un animal photosynthétique. En fait, il est photosynthétique parce qu'il mange les algues et garde ce qui permet de faire la photosynthèse et devient lui-même photosynthétique. Ce n'est pas vraiment un transfert horizontal parce que ce n'est pas héritable, mais les petits bébés, dès qu'ils sont en âge de le faire, ils mangent tout de suite les algues et deviennent photosynthétiques. Oui, donc tout ça pour dire que les transferts horizontaux, vous voyez, ça, on est dans les écosystèmes, là. C'est-à-dire que, pour faire très simple, vous êtes dans un écosystème, il y a une espèce qui invente quelque chose. Il y a une espèce qui invente quelque chose, et en fait, l'innovation biologique, l'invention, a lieu tout le temps dans la nature. Donc il y a une espèce qui invente quelque chose, et cette innovation biologique, elle est propre à l'espèce, mais on observe au cours de l'évolution que ces innovations biologiques, ces inventions, eh bien, elles sont disséminées dans les écosystèmes à d'autres espèces et participent donc à l'adaptation, l'adaptabilité, comme on dit dans notre jargon. L'adaptabilité, ce n'est pas un mot français, mais des écosystèmes. Donc c'est très important, cette promiscuité, cette richesse, cette biodiversité des écosystèmes, elle est essentielle à leur survie. Je suis désolé, je parle de biologie, d'évolution, après le climat, j'espère que ça va, vous me dites si vous m'arrêtez. Donc effectivement, on a pu montrer, nous, dans l'équipe, que par des approches de génomique, je vais venir au génome dans un instant, qu'effectivement les transferts horizontaux sont hyper fréquents chez les plantes. Et donc ça a été relayé, un peu médiatisé, et ça fait l'objet d'une note dans Science et Avenir. Bon, alors bien sûr, on ne connaît pas les mécanismes. C'est la première question qu'on me pose. Comment c'est possible d'échanger des gènes comme ça? Bon, on ne sait pas encore, mais on sait que ça a lieu. Voilà, ça c'était pour illustrer vraiment le fait que la richesse, la biodiversité, la richesse spécifique des écosystèmes est très très importante pour leur survie. Alors maintenant, je vais vous parler de génome un peu, parce que je suis quand même génomicien. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout écologue. Je connais très mal la nature. Bon, je l'avoue humblement. Donc moi, je suis génomicien, je travaille avec l'ADN. Alors, il y a un fossé de connaissances entre une molécule d'ADN et la compréhension d'un écosystème et comment ça fonctionne. On est bien d'accord. Je n'ai pas la prétention d'avoir comblé ce fossé. Simplement, je vais essayer de vous montrer que grâce aux technologies modernes de la génomique, on essaye de mieux comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Alors, et je vais vous parler de plantes, voilà. Mais je pourrais raconter la même chose sur les animaux, en fait. Ce ne sont pas très différents des plantes en ce qui concerne leur génome. En fait, on a séquencé aujourd'hui plein de plantes. Tout ce que vous trouvez dans votre assiette, aujourd'hui, a été séquencé. Enfin, le génome de tout ce que vous trouvez dans votre assiette, aujourd'hui, a été séquencé. J'ai quelques photos qui l'illustrent. Alors, je sais... D'abord, quelqu'un m'a demandé ce que c'était qu'un génome tout à l'heure. Peut-être je devrais définir ce que c'est qu'un génome, n'est-ce pas? Un génome, c'est l'ensemble de toute l'information, tout le matériel génétique qu'on hérite de ses parents et qu'on va transmettre à ses enfants. Dans ce matériel génétique, peut-être un gros mot, mais on a toute l'information qui permet de nous développer et de nous reproduire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a hérité de nos parents deux stocks de chromosomes qui contiennent toute l'information pour nous développer à partir du stade de l'œuf jusqu'au stade adulte,
de nous reproduire et donc de transmettre à la descendance notre patrimoine génétique. D'accord ? C'est ça le génome, c'est tout ce qui contient l'information. Alors vous aurez peut-être entendu parler de gènes. Les gènes, c'est l'unité de l'information génétique. Et donc le génome, parfois, on le réduit à un ensemble de tous les gènes qui sont nécessaires pour nous développer et nous reproduire. C'est-à-dire une trentaine de milliers, 30 000 chez l'homme, 30 000 chez le tournesol, 30 000 chez une mouche, 30 000 chez un champignon. Il n'y a pas vraiment de différence entre un homme et un tournesol en termes de nombre de gènes, n'en déplaise à certains anthropocentristes. Alors, bon, il se trouve qu'à Perpignan, on a un labo qui a participé à beaucoup de ces projets. On a un labo de génomique végétale, donc voilà, le maïs, la banane, le cacao, etc. Récemment, le chêne, le dernier en date. En fait, on le fait grâce à un équipement, bon, c'est pas vraiment pour faire la pub de l'UPVD, mais il se trouve qu'à Perpignan, on a réussi à s'équiper d'un très gros serveur, un ordinateur qui a une très grosse capacité de calcul et qui nous permet d'étudier les génomes, grâce à la bioinformatique. Je ne vais pas trop aller dans les détails pour ne pas vous tuer définitivement. Je vais quand même vous dire deux mots sur le séquençage, parce que pour moi, c'est une vraie révolution, le séquençage. J'ai écrit ça, jamais dans l'histoire des sciences, un domaine a connu un tel essor grâce au développement technologique. C'est vrai, plus que l'informatique. Plus que l'informatique. Pourtant, l'informatique a été très vite. Le séquençage a été encore plus spectaculaire. Le génome humain, par exemple, a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a été publié, sûrement pas en 2004 d'ailleurs, et je crois en 2000. J'ai fait une erreur. Aujourd'hui, ça prend quelques heures et $1 million, 1 000 €. Vous pouvez séquencer votre génome pour 1 000 €. En fait, le coût de séquençage, il s'est effondré grâce au développement technologique. Il y avait une énorme demande technologique, voilà, maintenant, donc la courbe illustre ce que je vous ai juste dit. Et comme je vous le disais, vous pouvez faire séquencer votre génome. Alors j'ai pris ça sur le net avant de venir. Il y a une boîte là qui s'appelle Veritas Genome, je ne sais pas quoi, qui vous dit sequencing, alors séquencez votre génome. Et la première étape vers un voyage qui changera votre vie. Bon, voilà. Alors en dessous, on vous dit, voilà, vous êtes une famille, vous êtes un médecin, vous êtes juste intéressé, I'm curious. Voilà. Vous, health, vous intéressez à votre santé, etc. Donc c'est une vraie révolution. Bon, on pourra peut-être en discuter après, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ces données. Alors si. On va vous dire, voilà, vous avez un gène de prédisposition au diabète de type 2, au cancer du sein, etc., parce que ça c'est connu, à tous les facteurs de coagulation qui fait que vous aurez une mauvaise circulation du sang, donc vous pourrez mettre des bas de contention avant d'avoir une phlébite. On ne vous dira pas que vous avez un gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer, puisque c'est incurable. Mais voilà, bon, alors après on laisse les gens dans la nature avec cette information, je ne sais pas s'ils sont bien accompagnés. En tout cas, ce qui est important pour moi ici, dans mon topo, c'est que ça coûte tellement peu cher maintenant de séquencer de l'ADN, c'est que juste à présent, on séquençait un individu, et on disait ça y est, on a le génome humain. Le génome humain, c'est un génome humain sur 6 milliards. Hein. On a une plante de tomates sur je ne sais pas combien, encore plus. On a une plante. Aujourd'hui, c'est fini, on séquence des populations, des collections d'ADN. Des populations humaines, 100 000 génomes humains, 10 000 en Angleterre, toutes les plantes, les champignons, tout ça. Aujourd'hui, on séquence et donc on a une bonne représentation de la diversité. Et là, je rejoins ma première introduction, c'est qu'on a enfin de l'information génétique, de l'information sur la diversité des écosystèmes. C'est ça pour nous la révolution. Et ça, on ne l'avait pas jusqu'à présent. On n'avait aucun moyen, on n'avait aucun accès à la diversité naturelle de toutes ces plantes et ces animaux, puis ça coûtait trop cher. Plusieurs dizaines de millions pour un individu, on n'avait pas séquencé des forêts, hein, d'accord ? Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est une réalité, on peut le faire. Je vais l'illustrer. Alors, je vais vous parler d'une plante cultivée. Alors, on sort d'un écosystème naturel, mais on rentre dans un agrosystème qui est quand même un écosystème. Vous serez bien d'accord avec moi. Donc, aujourd'hui, on a 3000 génomes de riz. 3000 génomes de riz, il y a une grosse collection de riz qui se trouve aux Philippines, et on a séquencé 3000 variétés de riz. Alors, pourquoi je vous parle d'agrosystème ? On est en agronomie, on est très, très, très sensible sur le sujet des variations de climat, car l'augmentation de la température
qui est projeté, on a eu une très belle présentation sur ce qu'on peut modéliser, va conduire inexorablement à une perte de rendement, une perte de production, et donc un manque de nourriture pour l'ensemble de la planète, de la population mondiale, qui, elle, continue à augmenter. Donc ça, c'est les projections un peu alarmistes, mais vous voyez que ça, c'est des fourchettes, hein, le blé, le riz, le soja et le maïs, et tout ça, ça diminue, un peu moins le maïs, mais en tout cas le blé, en 2050. Donc la question qu'on se pose, c'est comment le riz... Alors je prends l'exemple du riz, parce que c'est une plante modèle qui est très importante pour la sécurité alimentaire du globe, hein, parce qu'elle nourrit 90% de la population humaine et 90% des plus pauvres, hein, de la planète. Donc elle est le sujet de beaucoup d'efforts de recherche. Donc la question qu'on se pose, c'est comment le riz va-t-il s'adapter à ces changements de climat, à ces changements environnementaux. Alors j'insiste sur le fait que, comme l'a dit très bien, c'était Guy Brasseur, ce qui va arriver, ce n'est pas une augmentation lisse de la température, mais une aggravation des événements un peu catastrophiques. Et ça, c'est catastrophique aussi pour le riz. En particulier, les inondations. Les moussons sont de plus en plus fortes. Les gens les plus pauvres de la planète vivent dans les régions côtières. Bangladesh, si vous avez tout le tour de l'océan Indien, des régions qui sont régulièrement inondées, qui le sont de plus en plus. Vous faites pousser du riz, s'il passe 7 jours sous l'eau, il est mort. Et ça, c'est une catastrophe, et ces épisodes d'inondation sont de plus en plus fréquents. Les épisodes de sécheresse sont également de plus en plus fréquents, car dans les climats désertiques, il pleut de moins en moins, etc., etc. Mais je pense que ça a dû être dit ce matin ou hier, donc je ne reprends pas. Alors, je vous dis 2 mots de la domestication du riz. Je vous parle un peu du riz, il faut que je vous positionne un peu pour que vous compreniez. Alors, je vais aller assez vite parce que, voilà, c'est un truc de spécialiste, mais il faut juste savoir qu'en fait, l'histoire du riz, le riz a été inventé 2 fois. En fait, il a même été inventé une 3e fois en Afrique. Je pourrais parler des heures de la domestication, je ne vais pas le faire, je vous le rassure, mais à la fin du néolithique, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, l'homme s'est mis à inventer l'agriculture. Il l'a fait en Amérique centrale, par exemple avec le maïs. Il l'a fait 2 fois en Asie sur le riz, 1 fois en Afrique sur le riz. Il a inventé le mil en Afrique également. Il a inventé le blé en Mésopotamie, comme vous le savez tous. On ne sait pas pourquoi, comment. Et au même moment, de manière concomitante, des populations sont mises à faire exactement la même chose, à inventer l'agriculture, passer du stade de chasseur-cueilleur, qui n'était pas forcément très confortable, mais dont on dit que, vu le niveau de technicité, il permettait à un homme, à une population, de s'alimenter en passant 2-3 heures par jour à chasser et pêcher, à un statut d'agriculteur qui, lui, était beaucoup moins confortable, puisque il impliquait qu'on devait trimer dans les champs à longueur de journée. Bien. Donc là, en l'occurrence, sur le riz, 2 fois de chaque côté de l'Himalaya, il y a 10 000 ans, on a inventé le riz. Là. Et très vite, en fait, le riz a été disséminé. Mais ça, c'est le cas de toutes les plantes cultivées. En fait, le riz a eu beaucoup de succès. Et l'histoire de l'homme en Asie, en fait, au cours des 10 000 dernières années, mais ça serait pareil en Europe, on pourrait raconter la même histoire, c'est une histoire de migration très complexe. Et quand l'homme, il y a 10 000 ans, s'est mis à migrer, il était déjà agriculteur, il emmenait avec lui ses graines. Donc en emmenant avec lui ses graines, tout en migrant, il a fait migrer le riz avec lui. Donc en fait, le riz s'est disséminé un peu partout, très rapidement. Alors, juste à vous dire qu'il y a 2 types, c'est quand même le plus important pour la suite, c'est qu'il y a Indica au sud de l'Himalaya, Japonica au nord de l'Himalaya. Japonica, c'est le riz de sushi, le petit grain rond, et Indica, c'est le basmati, enfin tout ce qu'on a chez nous, voilà. Le riz thaï, quoi, le long grain. Et tout ça s'est mélangé, joyeusement. Et aujourd'hui, nous voilà avec nos 3000 génomes, 3000 séquences de génomes, et on a donc ce qu'on appelle des relations phylogénétiques, c'est-à-dire qu'on est capable de positionner, on fait des arbres, alors plus vous êtes proche dans l'arbre, plus vous vous ressemblez. Là, il y a à peu près 3000 variétés, et on retrouve comme ça des choses qui se ressemblent, beaucoup, des choses qui ne se ressemblent pas du tout, etc. Donc on est capable d'étudier la diversité du riz. Et donc, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que quand l'homme s'est mis à domestiquer les plantes, donc les rendre cultivées, la domestication, domus, c'est la maison en latin, donc ramener les plantes sauvages à la maison,
il a puisé dans un réservoir de diversité assez important, et il y a eu un goulot d'étranglement, une sélection forte, ça c'est très darwinien, hein. C'est peut-être la même chose qui va se passer dans nos écosystèmes naturels, hein, face au changement climatique, et créer des petites populations de variétés traditionnelles. L'agriculture moderne a conduit à une érosion supplémentaire, où maintenant on ne fait plus pousser que quelques variétés élites, on a complètement abandonné la diversité des variétés traditionnelles. D'accord ? Donc deuxième goulot d'étranglement. OK ? Alors, je vous parlais d'inondation. Donc c'est l'une des conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique qu'on observe déjà aujourd'hui. Et alors, on a identifié chez une variété traditionnelle, FR13A, un gène qui permet au riz de survivre à l'inondation, à la submergence, d'accord ? Un gène qu'on a appelé SUB1. On a identifié ce gène, on l'a caractérisé, et on a pu l'introduire dans des variétés plus performantes, voilà, qui sont là. Et à chaque fois, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, vous avez les variétés dans lesquelles on a introduit ce gène, qui résistent très bien à la submergence. Et les mêmes variétés sans le gène de submergence meurent. Il n'y a pas d'OGM là, c'est pas du tout. C'est une histoire très classique dans l'histoire des plantes cultivées, c'est qu'on a une variété qui est favorable, on la croise, et par croisement naturel avec des variétés modernes, on arrive à introduire un caractère qui est essentiel. Il faut dire que maintenant, ces riz-là sont introduits massivement sur des centaines de milliers d'hectares dans toute l'Asie du Sud. Donc ça, c'est un peu une histoire à succès, on est d'accord. Mais ce que je retiens ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a puisé dans la diversité naturelle un gène qui a permis au riz moderne de mieux s'adapter. Oui. Bon. Et donc nos 3000 génomes constituent en fait un réservoir dans lequel on va pouvoir puiser pour construire des variétés qui s'adapteront mieux au changement climatique. D'accord ? Pour ce faire, on a besoin de l'information génétique. Alors je vais vous parler... Bon, vous n'en avez pas un peu plein la tête, ça va ? Non ? Bon. Un peu quand même ? Bon. Alors... Je suis génomicien, donc je ne peux pas vous laisser sans vous parler de l'élément transposable. Alors c'est un gros mot, rassurez-vous, on va y aller doucement. Le génome des plantes, je vous ai dit, hein, c'est là où il y a tous les gènes. L'une des découvertes majeures, je dirais, de la génomique, c'est que le génome des plantes a une taille très variable. Une taille très variable, pardon. Il y a des tout petits génomes, ça c'est la distribution de la taille de 6000 plantes. Il y a des tout petits génomes, il y a des génomes énormes. Le génome humain, lui, il est à 3 gigabases, il est là. 3 milliards de paires de bases. OK ? Bon. Et puis, c'est bizarre parce qu'il y a un pic là à 600 millions de bases. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, pendant longtemps. C'est marrant, d'ailleurs, les 3 gigabases de l'homme. Parce que dès qu'on a mesuré la taille du génome humain, 3 milliards de bases, on connaissait avant les bactéries, les levures, parce que c'est des tout petits génomes. On dit, ah, ben, c'est normal, 3 milliards de bases, puisqu'on est tellement évolués, nous, les hommes, qu'on a un génome plus gros, quoi. On a besoin de plus de place dans notre génome parce qu'on est vachement plus compliqué qu'une bactérie ou une levure. Sauf que quand on a mesuré la taille du génome des lézards, on a trouvé qu'ils étaient 10 fois plus gros que le nôtre. Tout le monde s'est tu. Et on a dit, bah non, c'est pas possible qu'un lézard soit plus évolué que nous, hein, quand même. Une salamandre, en fait, pour être précis. Et ce qu'on a découvert grâce à la génomique, en fait, c'est que les gènes, donc les séquences nécessaires pour le développement et la reproduction, ce qui nous font vraiment vivre, bah, ils font, eux, que 100 à 200 millions, ils sont tout petits, là. Et que tout le reste, tout ce qui fait varier la taille, c'est des choses qui, bon, allez, je vais être provocateur, je dis qu'ils ne servent à rien. Bon, enfin, donc pour longtemps, on appelait ça de l'ADN poubelle, junk DNA. Voilà, ça ne sert à rien. Pourtant, il y en a quand même pas mal, vous serez d'accord avec moi. Donc en fait, vous avez un génome de 5 gigabases, c'est 99% d'éléments transposables. Le blé qu'on mange tous les jours dans le pain, c'est 99,999% d'éléments transposables. Hein. Et donc le génome humain, c'est 95% d'éléments transposables. En fait, le génome humain, c'est très drôle, il y a un élément transposable qui est répété plus de 100 000 fois, qui s'appelle L1, qui n'est pas un gène, hein, qui est un élément transposable qui se multiplie comme ça, mais qui n'a rien à voir avec un gène humain. Donc on a plus de gènes de l'élément L1 dans notre génome, 100 000, que de gènes qui nous servent à se développer, à se reproduire, 30 000.
Alors quand on a découvert ça, je ne vous dis pas au niveau théorique, ça a quand même mis un peu le souk, pour parler vulgairement, parce qu'au niveau théorique, on ne comprend pas comment un génome peut être envahi de choses comme ça qui semblent être des parasites. Le riz, lui, il est à peu près dans les clous, avec ses 400 mégabases. Et donc, juste un petit... pour essayer d'être un petit peu pédagogue, qu'est-ce que c'est qu'un gène? Alors moi, je prends toujours l'image d'un restaurant. Il y a 30 000 recettes de cuisine. Toutes les cellules du... Je vais rester sur le corps humain, bon, parce que c'est plus simple. Toutes les cellules du corps humain ont dans leur génome les 30 000 recettes de cuisine. Toutes. Donc, vous avez dans vos neurones toutes les recettes de cuisine pour fabriquer tout un être humain, y compris ses spermatozoïdes, ses ovules, son foie, sa peau, ses cheveux, ses ongles, etc. Mais bien sûr, seules les recettes de cuisine qui servent à fabriquer un neurone sont exprimées dans les neurones. Donc en fait, la vie, c'est ouvrir le livre de recettes de cuisine au bon endroit. C'est-à-dire des recettes de neurones quand je suis dans le cerveau, les recettes de foie quand je suis dans le foie, etc. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la régulation. La régulation, c'est j'allume, j'éteins. En fait, dans un corps assez compliqué comme le corps humain, la vie, c'est des gènes qui s'allument et qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent, qui sont plus ou moins régulés, d'accord ? Plus ou moins exprimés au bon endroit, au bon moment. Oui ? Donc en fait, là où on avait besoin de comprendre mieux les choses, c'est on a nos 30 000 gènes, nous, Homo sapiens, mais c'est savoir comment ça se fait qu'ils sont allumés et éteints au bon endroit. D'accord ? En fait, c'est une histoire de régulation. La génétique moderne, c'est ça l'objectif, c'est de comprendre comment les gènes s'allument et s'éteignent. Beaucoup plus que de savoir qu'est-ce que c'est les gènes, vraiment. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, ces éléments transposables, qui sont majoritaires dans la plupart des génomes des plantes et des animaux, on les connaît bien aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous faire une description, ça serait assez indigeste. Juste, ça, c'est une grande dame de la recherche qui s'appelle Barbara McClintock, qui a eu le prix Nobel en 1984, juste avant sa mort, alors qu'elle avait fait ses recherches dans les années 40, des recherches magnifiques en génétique, et qui, à mon avis, est le double des avantages d'être une femme et de travailler sur les plantes. Et donc, on a quand même été obligé de lui donner le prix Nobel parce qu'on a découvert, on s'est rendu compte que sa découverte était vraiment majeure en biologie, avec ces histoires d'éléments transposables qui sautent partout, là, voilà. Bon. Et puis, chemin faisant, en séquençant ces génomes, en analysant plusieurs plantes, des espèces de plantes, on s'est rendu compte que ces éléments transposables, en fait, n'étaient pas si inutiles que ça, et pouvaient jouer un rôle justement dans la régulation de l'expression des gènes, les allumer, les éteindre. Et cet exemple, il l'illustre. Le raisin, il est rouge d'habitude. Il y a certaines variétés dont les gènes sont éteints par l'insertion d'un élément. Quand vous mangerez, la prochaine fois que vous buvez un verre de vin blanc, vous penserez à moi, parce que vous pensez qu'il y a un transposon. Vous vous rappellerez, il y a un transposon qui a sauté en amont d'un gène. C'est grâce à un transposon que vous buvez du vin blanc. Ou une orange sanguine. Même chose. L'orange sanguine, c'est une histoire de transposon qui saute en amont d'un gène et qui régule le gène. Ou la raison pour laquelle vous avez passé les 9 premiers mois de votre vie confortablement installé dans le ventre de votre mère, c'est une histoire de transposon. Et je vais vous raconter très brièvement ce qui s'est passé. La lignée évolutive la plus proche des mammifères placentaires, c'est les marsupiaux. Les marsupiaux, ils font leur petit, ils mettent dans la poche et ils finissent le développement du petit dans la poche. Les mammifères, eux, font le développement des petits jusqu'à la naissance dans l'utérus. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là, cette petite barre multicolore? C'est une amplification de transposons. Il y a des transposons qui se sont multipliés dans le génome, un peu comme des parasites, si vous voulez. Moi, j'aime pas appeler ça des parasites parce que je pense qu'il y a une connotation négative dans parasites, alors je pense qu'ils sont plus bénéfiques que délétères, vraiment. Et en se multipliant dans le génome, ils ont changé justement on-off, les gènes qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument et qui s'éteignent. Ils ont complètement changé ce paysage-là d'expression des gènes, et ça a fabriqué un placenta. Et à partir de ce moment-là, dans cette lignée évolutive qui est en fait à l'origine des mammifères, à partir de ce moment-là, les femelles ont eu leurs petits jusqu'à la naissance, jusqu'à ce qu'ils soient aptes à enfin, l'homme, c'est un mauvais exemple,
Parce que le petit Homo sapiens kiné, il n'est pas trop apte à se... Mais enfin, si vous regardez des moutons, ou des chevaux ou des vaches, vous comprendrez mieux ce que je veux dire, jusqu'à la fin. Et donc, on passe les premiers moments de notre vie en sécurité dans le placenta de notre mère. Bon, je laisse l'homme. Je reviens au riz. Alors bien sûr, moi, ma question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est les mêmes histoires chez le riz? Est-ce que les éléments transposables, là, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer un rôle d'adaptation chez le riz? Inventer, créer l'innovation biologique, allumer, éteindre des gènes qui fait que la nouvelle variété de riz résisteront mieux à la sécheresse, à la submergence, etc. Donc c'est la question qu'on se pose. On n'a pas... Alors, bon, ça c'est un résultat expérimental, donc je ne veux pas... C'est juste pour vous illustrer que oui, ils ont un effet. Alors je ne vous demande pas, ça c'est dans notre jargon, c'est des études d'association. Là c'est les 12 chromosomes de riz. Quand il y a un pic, c'est qu'il y a en face du pic, dans le génome, un gène qui est responsable du caractère. Et là, s'il faut regarder, c'est là, où on a identifié une insertion d'un transposon. Alors vous voyez, quand il y a l'insertion, le grain il est plus large. Donc c'est une insertion de transposon qui n'était pas du tout connue et qui change la forme du grain. Alors maintenant, bien sûr, on travaille sur tous des caractères d'adaptation au stress, chaleur, salinité, etc. Et donc, on va compléter ces études. Alors, juste pour finir, je ne sais pas si j'en suis là. Je suis bien ou pas? Vous avez encore 8 minutes et demie. Bon, il en faudra moins. Alors, je reviens à la génomique des écosystèmes. Je laisse tomber les agrosystèmes. Qu'est-ce qu'on fait sur les écosystèmes? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on pouvait séquencer des grandes populations pour des coûts raisonnables. Donc, je participe à un projet, un consortium en fait international, piloté par France Génomique. France Génomique, c'est l'organisme en France qui séquence, voilà, qui a tous les séquenceurs à Évry, en fait. Et on a un projet Génome du Hêtre. Et là, je vous ai copié-collé les objectifs pour vous donner une idée de ce qui se fait aujourd'hui en génomique des écosystèmes. Donc, on va commencer par produire une séquence de génome du Hêtre de haute qualité, une séquence de référence, ça c'est fait. Et on est en train de séquencer, je crois qu'ils l'ont déjà fait, 1800 arbres issus de 70 forêts, dont la Massane au-dessus de Collioure. Pourquoi? Pourquoi les variants, donc les variations de l'ADN, d'accord, seront associés à des gradients écologiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des variants qui permettent aux êtres de mieux tolérer la chaleur? Il faut savoir qu'à la Massane, on défend la Massane comme une plateforme avancée des premiers effets du réchauffement. Le hêtre, c'est une plante du froid. On le trouve dans l'Europe du Nord ou en montagne au sud, mais à haute altitude. À la Massane, il est à 600 mètres. Il est à 600 mètres, c'est très bas en fait. C'est l'une des rares forêts de hêtres qui se trouve aussi bas et aussi au chaud, on va dire. Et on voit aujourd'hui les premiers signes de réchauffement avec des arbres qui perdent leurs feuilles au mois d'août ou qui jaunissent au mois d'août, etc. Donc des vieillissements prématurés chaque année. Donc on va voir si on trouve des associations, des gènes qui permettent aux hêtres de mieux s'adapter à ces changements climatiques. Enfin, 20 arbres sont soumis à des stress en conditions contrôlées. J'ai répété stress, en conditions contrôlées, c'est-à-dire qu'on prend un arbre, et puis on va arrêter de l'arroser, on va empêcher la pluie de l'arroser, etc. Et on regarde comment son génome réagit. Puis je finis avec ça. Bon, je vous donne un scoop. Je ne sais pas si ça va trop vous exciter, moi ça m'excite beaucoup. Je suis commencé avec les transferts horizontaux, donc j'ai un projet sur les transferts horizontaux de la Massane. Grâce à... C'est pas évident de financer un projet comme ça, je vous assure. Parce que vous ne sauvez pas la planète de l'insécurité alimentaire, vous ne guérissez pas le cancer. Donc c'est très dur aujourd'hui de financer la recherche fondamentale. J'ai pu le faire grâce à l'UPVD, voilà, je tenais à le dire, en présence de Xavier. Alors, on séquence, nous, à la Massane, on s'est mis à séquencer un peu tout ce qu'on trouvait. Parce que notre hypothèse de travail, c'est qu'il y en a énormément des transferts horizontaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et bingo, on vient d'identifier un transfert horizontal entre une fougère, Polypodium vulgaire, et l'amadouvier, que vous verrez, si vous y allez, pousser sur les arbres. Je n'ai aucune idée de comment ces transferts ont pu avoir lieu. Ce que je sais, c'est qu'ils sont ultra récents, qu'ils sont probablement en train d'avoir lieu dans la forêt. Donc les champignons s'échangent des gènes avec la fougère. Cette fougère, bien sûr que maintenant on est en train de cribler toutes les fougères qu'on trouve, et d'autres champignons. Mais voilà, donc ça c'est des surprises qu'on a quand on se met à avoir des données comme ça un peu nouvelles. Bon, il faut savoir quand même,
quand même savoir ce qu'on cherche, si on veut le trouver, mais voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.